Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à l'AFSI pour ce troisième numéro du club de lecture de l'AFSI. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui en présentiel et en distanciel sur Livestorm. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Tasquin pour son livre Le télétravail, un mode de vie. On a découvert au cours de la sélection du prix du livre AFSI 2025. Ce livre faisait partie de la sélection, il a tapé dans l'œil du jury. Donc, on avait décidé de vous proposer ce club de lecture pour revenir dessus et creuser un peu le sujet avec vous. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Vous serez interrogé par Jean-Marie Charpentier, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Jean-Marie. Je vais vous laisser la parole à tous les deux. On voulait peut-être attendre un tout petit peu que les personnes commencent à se connecter. Cela étant, vous allez recevoir le replay à la fin de l'événement. Quoi qu'il arrive, vous recevrez un mail avec un lien qui vous permettra de visionner le replay et il sera bien évidemment aussi en ligne sur le site de l'AFSI d'ici quelques jours. Je vais laisser la parole à Jean-Marie et à M. Tasquin. Juste, je vous précise que vous avez un chat et un onglet questions dans lequel vous pouvez interroger nos invités, notre invité. Vous pouvez poser des questions et on les prendra au fur et à mesure, mais plutôt à la fin de l'échange. Donc, on va avoir un échange qui va durer une trentaine de minutes. Et à la fin, je prendrai vos questions pour voilà, les reléguer. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Merci à ceux qui sont là en présentiel. Et puis, c'est parti. À toi la parole, Jean-Marie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc, vient de le dire Sarah, aujourd'hui pour parler du télétravail. Et à cette occasion, nous recevons Laurent Tasquin. Laurent Tasquin, bonjour. Quelques mots de présentation, si vous voulez bien. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, titulaire de la chaire Management humain et société. Vous êtes responsable du master GRH. Vos recherches, vos publications, je dois dire très, très nombreuses, se situent pour l'essentiel au carrefour du management et des modes d'organisation du travail. Ça vous va? Tout à fait. Alors, très tôt, Laurent Tasquin, vous vous êtes intéressé en particulier au télétravail. Et il faut le dire, bien avant nombre de chercheurs. Votre premier article sur le sujet date de 2002 et votre premier livre de 2004, écrit avec la sociologue Patricia Vendramin. Son titre était « Le travail, une vague silencieuse ». Une vague que vous sentiez déjà monter à l'époque. Alors, plus de 20 ans après, vous publiez aujourd'hui Le télétravail, un mode de vie, comme l'a dit Sarah, aux presses de Sciences Po. Alors, comme on dit, vous ne lâchez pas l'affaire avec le télétravail, et cela d'autant plus que ce mode d'organisation, depuis le début des années 2000, a changé de dimension et peut-être aussi de nature. On va en parler ensemble. Alors, comme le disait Sarah, votre livre a fait partie de la sélection du prix AFSI à l'automne dernier, en 2025, et il a été particulièrement remarqué et apprécié par le jury, à la fois pour la qualité et l'étendue de vos recherches. Alors, justement, un des intérêts du livre, et non des moindres, est de permettre de situer le télétravail sur longue période, au-delà de l'extension subite du télétravail de ces toutes dernières années en Europe et en France. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour commencer, et à grands traits, les étapes principales que le télétravail a connues, en gros, des années 70 à aujourd'hui? Mais oui, on va essayer de faire ça. Merci beaucoup pour votre invitation, hein. Je suis très, très honoré voilà, d'être là et merci pour l'attention qui a été donnée à cet ouvrage par votre association.
Donc, effectivement, le télétravail, en fait, est mentionné. Il y a un petit débat là-dessus, mais globalement, on s'accorde dans la communauté scientifique pour se dire que la première fois qu'on parle de télétravail, c'est en 1973, dans un article du Washington Post, signé Jack Mills. Et en fait, c'est aux États-Unis, donc on parle de télécommuting. Hein. Et donc, le commuting, c'est vraiment le trajet entre le domicile et le bureau, le lieu de travail. Et pourquoi à cette époque? Parce qu'on est dans les chocs pétroliers. Hein, et donc, en fait, aux États-Unis, en Europe, on s'interroge sur les manières finalement d'économiser la consommation d'essence, de produits raffinés, etc. Et donc, le télécommuting apparaît comme une des solutions. Et ça va marquer, je dirais, les premières études sur le télétravail, les études scientifiques, sont des études qui vont faire toute une série de prospections avec cet idéal de dire, mais réduisons les déplacements bureau, domicile, pour économiser de l'essence, mais aussi réduire les émissions de CO2, etc., etc. Et on a pas mal d'articles, je dirais, au début des années 1980, qui vont vraiment modéliser cette réduction des émissions, de la pollution liée au trafic, etc. Et avec il y a un imaginaire, je pense que c'est un imaginaire euh, environnemental, de transition, qui est presque inhérent en fait à l'émergence du télétravail. C'est assez intéressant de le constater aujourd'hui. On retrouve aujourd'hui. Absolument. Donc aujourd'hui, en Thaïlande, au Vietnam, etc., depuis le mois de mars, ce sont des pays qui sont très frappés par le conflit qui se passe pour l'instant en Iran. Et donc, il y a des problèmes d'approvisionnement. Et donc, c'est une mesure qui revient. Donc, une sorte d'injonction, finalement, à travailler à domicile. Sauf que, à l'époque, les technologies de l'information et de la communication ne sont pas du tout au point. Et donc, c'est plutôt une idée qui est lancée et qui va en fait être reprise. Je dirais qu'il y a un deuxième temps du développement de télétravail qui se situe dans les années 80-90 par le biais de politiques publiques. En Europe, c'est la Commission européenne qui va lancer des livres blancs, livres verts pour la compétitivité et l'emploi, et qui va miser sur le développement des technologies de l'information et de la communication comme étant une manière de développer, de structurer l'économie européenne et l'innovation côté européen. On entend ça avec l'IA de nos jours, hein, mais donc finalement, ce sont plutôt ces publications et ces injonctions, ces orientations politiques et de politique économique qui vont relancer quelque part l'intérêt pour le télétravail. Sauf que, eh bien, dans l'intervalle, si vous voulez, les entreprises du secteur informatique, télécommunications ont développé massivement les technologies qui permettent en fait de travailler à distance et donc d'avoir accès à distance aux données, aux outils qui permettent. Donc ça devient possible technologiquement. Ça devient possible technologiquement. Et là, fin des années 90, début des années 2000, c'est le moment où les premières initiatives structurelles vont être lancées. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que des entreprises qui font toujours du télétravail aujourd'hui, quelque part, ont démarré. Plutôt dans le secteur des technologies de l'information et de la communication et du conseil. Voilà pour quelques temps. Et puis, il y a évidemment la crise Covid, et peut-être que nous y reviendrons, mais donc là, on a une ampleur tout à fait différente. Et effectivement, l'idée de ce premier bouquin avec Patricia Vendramin en 2004, Une vague silencieuse, c'est de se dire, on en a beaucoup parlé, et aussi à un moment donné, on disait dans le milieu des chercheuses et des chercheurs sujet, qu'il y ait plus d'études sur le télétravail qu'il y avait télétravail. Moi, je me suis intéressé au télétravail au début. Disons que c'était un imaginaire, c'est-à-dire qu'on voyait les possibilités, on voyait ce que ça pouvait amener, mais bon, c'était plutôt de la fiction. Et quand moi-même, j'ai démarré mes études sur le sujet à la fin des années 90, c'était pas évident de trouver des télétravailleurs. Et donc, je me rappelle vraiment moi, du premier télétravailleur que j'ai interrogé chez lui, et son bureau à domicile, c'est tout à fait marquant. Et puis bon, les choses ont changé. Alors, pour rester encore un peu sur le plan historique, vous rappelez, vous en avez donné quelques-uns des premiers déclencheurs du télétravail, technologie de l'information et de la communication. Alors, il y a aussi la flexibilité du travail et de l'emploi, l'individualisation de la relation salariale qui intervient également, l'évolution des formes de management et les crises, notamment au début, les crises pétrolières. Alors, s'ils n'interviennent pas tous de la même façon,
tous jouent un rôle dans l'éclosion et puis le développement du télétravail. Pouvez-vous nous dire en quoi et comment ces différents facteurs convergent autour de cette modalité particulière du travail? C'est ça qui est intéressant quand on étudie le télétravail, hein, c'est qu'en fait, on est spectateur aussi des transformations du travail et des transformations de la société. Et le télétravail a cette particularité à la fois de témoigner de ces transformations et en même temps d'y contribuer. Ouais, donc, Doublement. exactement. Parce que le télétravail contribue à la flexibilisation du travail, contribue à l'individualisation de la relation de travail, au développement d'un management plus individualisant. Hein, etc. Pourquoi? Quelques exemples. Donc, sur la dimension managériale, souvent, quand le télétravail se met en place, il y a une vingtaine d'années, on est dans des organisations où en fait l'organisation du travail est structurée autour de principes, un peu comme dans le théâtre classique, d'unité de temps, de lieu d'action. C'est-à-dire qu'on a un horaire de travail relativement bien défini. Il n'est pas rare qu'on pointe encore dans les organisations il y a 20-25 ans. Le travail, c'est au bureau, c'est un lieu bien défini. Et on va là, pendant un horaire de travail défini, pour faire une activité définie elle aussi. Et donc, lorsque le télétravail apparaît, il remet ça en question. Et il remet cette unité de temps de l'action en question, parce qu'il suppose qu'on ne soit pas visible et présent dans ce lieu qui structure vraiment le travail et les questions identitaires, les questions de culture, voilà, tout ce qui est questionné aujourd'hui avec beaucoup d'acuité. Donc, le management se dit, mais au fond, pour que le télétravail soit permis, il faut qu'on travaille par objectif. Parce qu'en fait, mesurer le temps de travail devient problématique lorsqu'on est à distance. Alors, ceci dit, des organisations le font. Hein. Vous pouvez cliquer et on peut se dire que c'est quand on se connecte sur la plateforme que le temps de travail compte. Ça ne peut plus être le contrôle de la tâche. On est sur... Alors, pas en temps réel, pas au moment, pas sur une question de visibilité, quoique hein, les technologies actuelles nous permettent une grande transparence à distance. Mais donc, en fait, managérialement, on voit dans le développement du télétravail une opportunité pour généraliser le management par objectif. On se dit, au fond, il faut faire confiance. Et donc, si on attribuait plutôt des objectifs aux travailleuses, aux travailleurs, que l'on convient ensemble et qu'on contrôle a posteriori. Donc, quelque part, il y a toute une mouvance dans le monde des entreprises à l'époque pour dire le télétravail, c'est bien, et c'est bien pour les travailleuses et les travailleurs, parce que ça nous amène à mettre en place des formes de management qu'on appelle de la confiance. Hein, on fait confiance. Bon. On voit que c'est pas univoque, si univoque que cela. Sur la flexibilisation, c'est la même chose. En fait, c'est très lié aux espaces de travail. Mais peut-être qu'on y reviendra. Mais en fait, dans les entreprises, se développent à ce moment-là ce qu'on appelait les open space, et puis les bureaux partagés. Et donc, dans le business model, quelque part, du télétravail dans les années 2000, l'idée pour les entreprises, c'est de se dire, au fond, on constate le fait que les travailleuses et les travailleurs ne sont pas présents tous les jours. Il y a des questions d'absentéisme, de maladie, l'activité requiert parfois une certaine forme de mobilité. Et puis, si on télétravaille, a fortiori, elle n'est plus là tous les jours. Mais vous allez voir, c'est là que se trouve l'œuf et la poule, là, cette question-là de circularité. Parce que quelque part, on se rend compte que donc, on n'a plus besoin d'un espace de travail par travailleur. Et j'ai vu des études, des ratios, ça existe encore aujourd'hui, hein, on repère les taux de présence, si vous voulez, dans les bureaux. Je dis, mais donc, ce serait stupide de payer une surface de travail, voilà, des mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Et en même temps, quand je dis que c'est le business model du télétravail dans les années 2000, effectivement, dans les conseils d'administration, à un moment donné, c'est une des justifications de la décision. C'est-à-dire, passons au télétravail parce qu'on va pouvoir économiser sur les coûts liés en fait au poste de travail. On estime dans des villes comme Paris-Bruxelles, c'est 12-15 000 euros un poste de travail, hein, en termes de loyer, d'équipement, d'éclairage, de chauffage, etc. Donc, on a ici la flexibilisation qui va dire, au fond, du coup, flexibilisons l'espace de travail. Et donc, on vient au travail pour faire certaines activités qui nécessitent d'être face à un équipement, qui nécessitent d'être dans un collectif. Donc, on a cette flexibilisation-là. L'individualisation, donc l'individualisation de la gestion des ressources humaines, ça date d'il y a une quarantaine d'années, mais c'est en chemin. Et donc, l'idée, c'est de se dire, au départ, l'individualisation, c'est la rémunération.
C'est-à-dire, au fond, on peut avoir une partie de la rémunération qui est variable. Et si on travaille par objectif, on dépasse ces objectifs, on a une partie de la rémunération en bonus, en prime, etc. Donc, c'est individualisé. J'ai des objectifs individuels, j'ai une rémunération en partie individualisée. Et puis, en fait, on a de plus en plus des parcours de carrière individualisés. On a des modalités de rémunération, ce qu'on appelle les plans cafétériens. Donc, à si votre rémunération, j'invente, c'est 100, et vous pouvez aujourd'hui, dans certaines organisations, dire bah, moi, je vais prendre ça en rémunération, voilà, mais je vais racheter des jours de congé, je vais prendre l'assurance groupe, etc., etc. Donc, on est dans un mode d'individualisation, et donc, le télétravail s'inscrit dans cette tendance, et en même temps, on va la renforcer. Hein, parce que finalement, je vais avoir l'occasion de choisir un jour qui me convient pour télétravailler, en fonction peut-être d'autres activités que j'ai dans le pays. Donc, comme vous dites, c'est tout ça, finalement, converge, et donc le télétravail, il est assez emblématique de ces transformations du monde du travail, et en même temps, il y contribue massivement. Alors, dans le télétravail, et vous dites vraiment en ces termes, il y a une reterritorialisation du travail qui s'opère au domicile avec ses différentes dimensions. Et il y a aussi tout ce qui se joue au bureau, un bureau qui s'est progressivement désindividualisé. Open space, télécentre, tout ça, le coworking, aujourd'hui le flex, office. Alors, comment se joue en fait le mouvement du bureau au domicile et du domicile au bureau? Et n'y a-t-il pas une certaine dimension refuge du télétravail dans un univers, l'entreprise, devenu à certains égards inhabitable? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas considérer, penser, travailler sur le télétravail sans en fait considérer la spatialité du travail. Parce qu'en fait, la transformation des espaces de travail est un moteur au développement du télétravail. Hein, et c'est clair qu'au fil des années, ces dernières décennies, ces 2 dernières décennies, les bureaux sont devenus moins propices en fait au fait d'habiter une organisation et quelque part un travail. Après, historiquement, c'est vrai qu'avant la révolution industrielle, le fait de travailler à domicile était commun, hein, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans certains ateliers. Puis la révolution industrielle a amené les travailleurs massivement à travailler dans des Dans usines. l'espace de l'usine, Exactement. de la manufacture. Ouais, des sites industriels. Et lorsqu'on a commencé à avoir appel le travail de bureau, donc au début du XXe siècle, si vous voulez, on a reproduit l'organisation de l'usine en matière de bureau. C'est-à-dire que c'était des poules, et donc vous aviez des postes de travail les uns derrière les autres dans des grands espaces collectifs. C'était ça dans les sociétés d'assurance, par exemple, jusqu'aux années 70. C'est ça. Bon, mais donc ça vient de là. Et puis, alors, sauf certains, évidemment, hein, les ingénieurs du bureau des méthodes chez Taylor, certains, la direction, qui avaient des espaces plus individuels. Et puis, en fait, on est passé à une forme de généralisation avec la bureaucratie des bureaux individuels. Et à ce moment-là, sont apparus dès les années 50, dès les années 1950, les open space. Et donc, l'idée était de décloisonner et de mettre les équipes ensemble. Parce que ce qui est intéressant dans l'espace de travail, c'est qu'il y a toujours une dimension objective, c'est le mètre carré, le nombre de fenêtres que vous avez dans votre bureau, qui peut témoigner d'un certain statut, si vous voulez. Mais il y a aussi une dimension stratégique. Et c'était vraiment l'idée des open space, c'est de remettre les gens ensemble pour que la communication circule, pour que l'information sur les projets circule. En sorte d'ingénierie concurrente. C'était l'expression il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Avec des entreprises parfois qui calquaient la proximité des équipes en fonction, quelque part, de leur chaîne de valeur. Hein, donc, sur l'espace de travail, il y a vraiment des choses intéressantes. Et donc, voilà. Donc, on en est aux open space, années 50, ce qu'on appelle les bureaux paysagers. Hein, donc, c'est l'idée du paysager, c'est des ingénieurs allemands qui ont inventé cette idée. C'était de mettre des plantes vertes dans les bureaux pour reproduire une sorte de paysage, voilà, pour rendre les choses plus douces. Mais dès les années 1950, avec la généralisation, pas la génération, mais avec l'apparition des paysagers, des open space, on a aussi beaucoup d'études en fait qui sont menées et qui très vite démontrent les nuisances liées à l'open space. Le bruit, hein, les gens
mais c'est ce qui était aussi recherché. Hein. Tiens, mais j'ai entendu que tu parlais de tel projet, j'ai entendu que tu parlais de tel client, mais en fait, tu sais que nous. Donc, l'info circule. En même temps, il y a les nuisances sonores, l'imprimant, machin, les gens qui passent. Et puis, en termes de confort, éclairage, chauffage, vous ne savez pas ouvrir une fenêtre, comme si vous êtes dans un bureau individuel, si vous avez trop chaud, parce qu'on est en collectif, etc. Donc, Il y a le téléphone. et puis il y a le téléphone, etc. etc. Ce qui était fantastique, hein, des études à l'époque, aussi montrent tout ce contrôle social qui se passe dans les open space. Vous avez d'excellents bouquins, euh, l'open space m'a tué. Enfin, ici, ce sont des anecdotes, des récits, effectivement, de la vie dans ces espaces collectifs. Il est 18h, on y va. Oui, mais attends, je ne sais pas. Oui, vas-y en premier. Hop. Bon, c'est fantastique. Et puis, enfin, c'est fantastique. On s'entend. Et puis se développe le flex. Et donc, le flex, c'est différent. C'est se dire, au fond, puisque tout le monde n'est pas là tout le temps, puisque le télétravail se développe, mais hein, à voir, on va passer en fait à des bureaux partagés. Donc, on n'a plus un espace de travail, un poste de travail souillé par travailleur ou par travailleuse, mais en fait, on en a un pour 1,4, 1,6, parfois 6, 7, parce que l'activité fait qu'on n'est pas très souvent au bout. Et ça, c'est une vraie rupture. Et ça, c'est une vraie rupture, vraiment. Et c'est un moteur au développement du télétravail, et comme vous disiez, le domicile devient un espace de refuge. Pourquoi? Mais parce que pour avoir mené personnellement et avec nos équipes de recherche, beaucoup de recherches sur cette situation-là, c'est-à-dire cette transition entre bureau individuel ou open space et bureau partagé, on a observé des situations de travail où vraiment les salariés expliquaient à quel point ils se sentaient violentés, mais surtout, ils se sentaient effacés de l'espace de travail du bureau. Certains, je me rappelle vraiment de certains témoignages et de certaines actions, on nous disait mais vous savez, en fait, aujourd'hui, on nous dit reste chez toi, tu peux télétravailler 3 jours par semaine, 3, 4 jours, et si tu viens au bureau, tu fais pas de bruit, tu mets tes affaires dans un casier, tu fais pas de tâches. Si tu veux faire ceci, tu vas là, tu veux faire cela, tu vas là. Et on a eu des témoignages en fait de salariés, je la fais courte, hein, mais qui en réalité étaient opposés à ce projet, mais en fait, ce qu'ils revendiquaient, c'était un droit à l'entreprise, c'était le droit d'exister physiquement dans le projet de l'entreprise. Donc, ils voulaient plus d'entreprise, plus de management, et là, ils avaient l'impression effectivement d'être tout à fait. Et de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que le domicile, et c'est pour ça que je parle certainement du tétrail comme mode de vie, parce que le domicile devient aujourd'hui, en 2026, un lieu névralgique de nos vies de sédentaires. C'est-à-dire qu'on commande ses courses, on commande des tas de choses en ligne, c'est livré à domicile. On travaille à son domicile. Je vois les statistiques d'abonnement pour de la gym, hein, des coachs sportifs en ligne. C'était un fantastique, j'ai eu des études là-dessus, le fantastique business, 25-30% de croissance par an depuis 2021-2022. Donc, quelque part, le domicile est un lieu où de plus en plus d'activités se relocalise, ou en tout cas se localise, au détriment d'autres. Alors, plus choisis, moins nombreux, moins fréquents. Et donc, c'est ça aussi que le télétravail démontre. Et c'est dans ces tendances-là aussi que le télétravail s'inscrit. Alors, c'est le moment, je crois, de revenir, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, de revenir sur ce qui s'est passé pendant la crise du Covid 2020-2022 pour l'essentiel. Un moment tout à fait singulier sur le plan du travail dont on n'a peut-être pas encore tiré tous les enseignements. Alors, le télétravail a explosé pendant cette période. Il était même devenu le seul moyen de maintenir certaines entreprises en état de fonctionner. En tout cas, il y a eu une accélération massive du télétravail. Alors, comment analysez-vous cette bascule qui a concerné de nombreux salariés, pas tous? Qu'est-ce qui s'est joué dans ce moment? Du strict, alors c'est plein de choses dans la société, évidemment, mais du strict point de vue du développement du télétravail, ça a été un accélérateur très puissant de tendance déjà à l'heure.
Donc, en Europe et en France. en Europe et en France. Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des organisations dans lesquelles les salariés pouvaient télétravailler 2 à 3 jours par semaine, mais elles étaient extrêmement minoritaires, extrêmement minoritaires. Mais dans ces organisations-là, se posaient les questions qui se posent aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, en particulier celles qui touchent à la communauté de travail, au vivre ensemble. Et donc, accélérateur de ces tendances, accélérateur de la numérisation, de plein de choses, hein, et qui a laissé des traces. Euh, il y a dans les universités des cours qui se sont donnés en ligne, hein, de manière permanente. Et aujourd'hui, certains cours se donnent toujours en ligne. Donc, si vous voulez, des nouvelles pratiques de formation. Voilà. Donc, il y a eu une accélération du strict point de vue de la manière dont on travaille et peut-être de la manière dont, du coup, on interagit les uns avec les autres au travail sur des questions de travail. Ce qui n'est pas sans effet durable sur l'organisation, le relationnel, on y reviendra certainement. Je pense à ce moment-là qu'effectivement, la possibilité de télétravailler a été, pour beaucoup, euh, une manière aussi, en fait, quelque chose de très salutaire au niveau de la santé publique. Hein, c'est-à-dire que le fait de garder une activité de travail, de se sentir solidaire d'un effort beaucoup plus général, a permis effectivement quelque part une forme de solidarité entre travailleuses et travailleurs, alors, essentiel, moins essentiel, hein, voilà, il y a eu toutes ces catégorisations qui a vu le jour. Euh, voilà quelques idées, oui, qu'on peut retirer. Sur cette période ouais. du Covid, en même temps, ça a été assez difficile pour certains de travailler à domicile. Il y avait des enfants, il y avait un espace qui n'était pas nécessairement configuré pour. Donc, beaucoup d'inégalités par rapport, effectivement, à l'espace disponible ou pas disponible, à la composition du ménage. Et donc, voilà. Donc, mais de nouveau, ça a exacerbé des choses. Hein. Ça a exacerbé ces questions peut-être genrées aussi associées au télétravail, hein, très clairement. Donc, le fait que ce soit plutôt les femmes qui s'occupent des tâches éducatives en particulier a été fort visibilisé dans cette période voilà, très intense. Alors, après le Covid, on sait que les choses se sont un peu reconfigurées, redistribuées, et il y a eu un certain reflux du télétravail par rapport à la période critique du Covid. D'ailleurs, c'est le moment sans doute de revenir aux chiffres. Que disent les chiffres exactement? Où en sommes-nous en 2026 en Europe et en France sur le chiffre du télétravail? Qui télétravaille au juste? Et combien de jours par semaine en moyenne? Des chiffres? C'est vraiment intéressant parce que je pense que si on le comprend. Donc, en fait, l'idée de ce bouquin, c'était à un moment donné, donc c'est les presses de Sciences Po m'ont contacté en disant, mais écoutez, il faut qu'on actualise notre connaissance sur le télétravail. Parce que pour justifier le développement du télétravail ou sa limitation aujourd'hui, souvent on se base sur des vérités, mais en réalité qui sont issues de recherches et d'une connaissance que nous avons du télétravail tel qu'il était pratiqué avant 2020. Et ça, c'est très important. Donc, je propose peut-être de revenir sur l'avant 2020. L'avant 2020, on a très peu de télétravailleuses et télétravailleurs. Hein. Les pourcentages, c'était en France, en 2017, on est autour de 7%, on était peut-être à 9% en 2019. Oui. En Belgique, on était à 17%. Donc, voilà. Mais on est dans. Mais alors, comprenant à la fois le régulier et l'occasionnel. Hein, on prend les stats les plus larges. Mais surtout, donc le télétravail peut pratiquer, et lorsqu'il est pratiqué, c'est à une fréquence très limitée, c'est-à-dire que c'est un jour par semaine. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'un jour par semaine, ça veut dire que je peux, pendant ma semaine, m'organiser. Tiens, je télétravaille le vendredi, je garde ces activités pour le vendredi. Quand je télétravaille, je suis dans une sorte d'isolement choisi. Je choisis de télétravailler ce jour-là. Et donc, je suis peu dérangé, peu interrompu, parce que c'est un jour par semaine, qu'à la limite, dans l'organisation en question, on est tous plus ou moins en télétravail un jour par semaine. Ça peut être différent, mais globalement, c'était un petit peu les mêmes jours.
Et on est donc plus productif. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que le temps de travail est plus long, parce que le temps de déplacement est en grande partie alloué du temps de travail. Le temps de travail est plus dense, parce que je ne suis pas interrompu, ou très peu. Et ensuite, on se met des objectifs, et donc, quelque part, à 18h, je n'ai pas fini ma journée de travail, mais je n'ai pas encore fini ce que j'avais décidé de faire et garder pour le vendredi, je vais terminer, quitte à terminer après-midi. Donc, voilà la coopération du télétravail qui justifie tout ce que l'on croit savoir du télétravail aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est positif pour la productivité et la performance, c'est positif pour la qualité de vie au travail et donc le bien-être au travail, etc., etc. Aujourd'hui, on est... Alors, ça peut paraître étrange, mais il y a des statistiques très diverses. Alors, les 7-9% pour la France, après le Covid, on est monté à... Oui, on a été jusqu'à 47% en France. Parfois davantage, en Belgique jusqu'à 60%. Aujourd'hui, si on prend les études qui définissent le tétrail de la même manière pour comparer des pommes et des pommes, parce qu'il y a des différences même au niveau européen entre Eurostat, qui va annoncer 35% de télétravailleurs en France, par exemple, et Eurofound, qui est l'agence européenne pour l'amélioration des conditions de travail, et puis les travaux de la DARES, l'INSEE et compagnie. Donc, si on compare les pommes et les pommes, on est aujourd'hui en France, pour donner 2024, à 22% de télétravail. En Belgique, sur les mêmes données, 33%. En Suisse, 36,7%. Donc voilà, on se situerait. Et donc, dans ces données-là, en fait, on est au niveau européen autour de 22%. Donc la France est dans cette moyenne. Et sur la durée moyenne, on est plus... Alors là, donc, plus les transformations, c'est ça, c'est que plus de gens télétravaillent, ça reste une minorité. Donc, je crois que c'est très important de souligner ça. Ça reste une minorité. C'est un quart de personnes qui peuvent télétravailler. Et elles télétravaillent plus. Et donc, là où les accords d'entreprise portaient essentiellement sur un jour, on est aujourd'hui de plus en plus sur 2 jours. Et on a connu des entreprises qui ont fait 3 jours. Et qui ont reflué. Pas de limite, voilà, etc. Et effectivement, il y a ce mouvement de. Donc, voilà où on en est effectivement aujourd'hui. Alors, vous distinguez dans le livre le point de vue de l'entreprise et le point de vue du salarié sur la question du télétravail. Commençons par l'entreprise. De son point de vue, quels sont les principaux avantages du télétravail aujourd'hui, mais aussi quels sont les désavantages? Alors, de nouveau, c'est très intéressant parce que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, on considère qu'il y a un avantage économique pour l'entreprise qui soutient le développement du télétravail. Cet avantage se situe dans l'économie faite d'espace de travail ou de l'accroissement d'un parc immobilier si l'entreprise est en croissance et engage plus de travailleurs et de travailleuses. Aujourd'hui, ces dimensions économiques se retrouvent clairement sur cet aspect espace physique de travail. Quoique, on pourra en discuter, mais avec le retour au bureau, ça pose d'autres questions. Ouais. Certaines entreprises doivent relouer d'autres espaces de travail pour pouvoir réaccueillir l'ensemble des salariés. Mais donc, il y a certainement un avantage là qui se traduit aussi par l'idée que les travailleuses et les télétravailleuses et télétravailleurs soient plus performants. Et c'est lié parfois à un phénomène qui est de temps en temps rapporté dans les études et qui l'était beaucoup lors de la période Covid. Donc, je suis heureux de le citer parce que je l'avais un peu oublié. C'est le phénomène d'hyperconnexion. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, surtout en période Covid, dans une situation anxiogène, etc., où les personnes restaient connectées et travaillaient 12-13 heures par jour. Donc, ça a été fort. Jusqu'à une souffrance non négligeable. Et un véritable épuisement. Un épuisement pour les salariés, mais un épuisement pour les managers. Et donc, vraiment, ça, ce sont des résultats de recherche qui nous interpellent beaucoup. On est en train de mener beaucoup de recherches sur le sujet. Parce que globalement, en fait, ce travail hybride accentue l'épuisement des managers. Qui s'inscrit dans une relation de care, du prendre soin des équipes, des collaboratrices et collaborateurs, mais qui en même temps, cette relation de care, donc l'énergie mise dans l'attention à donner aux autres, à leur confort de travail, etc., stigmatise aussi le fait que le manager, lui, se sent très seul. Et donc,
Who cares about managers, hein, qui s'occupe et qui prend soin des managers. Donc voilà, il y a une situation là qui est particulière, parce que faire collectif dans un moment plus individualisant n'est pas évident. Et donc, si je reviens sur les avantages et inconvénients pour l'entreprise, on a des critères économiques, et puis il y a les critères aujourd'hui donc de performance, de productivité, et puis des critères de satisfaction. Les employeurs aujourd'hui savent que c'est parmi les premières questions que des candidats vont poser à l'embauche. Est-ce que vous proposez du travail? À quelle fréquence, etc. Donc, il y a une question d'attractivité. Ça fait partie du package de l'emploi. De nouveau, pour les fonctions qui le permettent, oui, bien sûr. Donc là aussi, toutes les fonctions ne sont pas télétravaillables. Hein, donc là aussi, il y a des données de recherche assez intéressantes sur cela. Mais donc, en termes d'inconvénients, les entreprises gardent ces dimensions contrôle. Oui, mais quand même, quand on est à distance, comment savoir si la personne travaille vraiment alors que bon, les études sur le sujet, vous savez, elles montrent que, d'autre part, si on est aujourd'hui, pendant très longtemps, et avant le Covid et pendant le Covid, les études montraient, enfin, avant Covid, qu'on était toujours, il y avait un consensus dans la littérature scientifique pour dire on travaille plus. On est plus performant. Ah, il faut se dire que toutes ces études, à 2-3 exceptions près, en fait, se basent sur des enquêtes déclaratives. Hein, donc, le salarié se dit plus performant, le manager estime que les travailleurs sont plus performants. Et donc, il y avait une convergence pour se dire on n'est plus. Aujourd'hui, on voit des résultats de recherche apparaître comme montrant qu'il n'y a plus d'effet vraiment en termes de performance. C'est-à-dire que soit on l'est un petit peu, soit on est aussi performant que quand on était au début. Et les études qui sont menées aujourd'hui rapportent aussi un sentiment de moindre performance quand on va au bureau. Parce qu'en fait, quand on va au bureau aujourd'hui, c'est pour voir les collègues, et donc on a l'impression d'être plus en réunion, c'est pour faire des activités collectives, et donc on se sent moins productif par rapport à ces tâches. Donc, inconvénient pour les entreprises aujourd'hui, pour les employeurs, c'est le côté contrôle, hein, et donc il faut travailler ces formes de management, et en même temps, ce que les recherches sur le sujet montrent, c'est que on est sans doute plus contrôlé quand on est à distance, parce qu'il y a des formes de contrôle qui s'additionnent. Il y a beaucoup de contrôle social. Hein, donc le statut de votre logiciel, est-ce que je suis en ligne, occupé, pas là, etc. Depuis combien de temps est très utilisé par les collègues à des fins de contrôle social. Il y a beaucoup d'autocontrôle. Donc les télétravailleurs aussi vont essayer de manifester leur présence, leur visibilité à distance. Dans nos études, on voit certains qui gardent des mails de la veille envoyés le lendemain très tôt. Certains s'astreignent à être très réactifs, etc. Donc voilà, ça dépend de plein de choses, la culture, je dirais la pratique du télétravail, etc. Mais donc, ça reste, en tout cas, le management, le contrôle, ça reste des inconvénients, effectivement, cités fort. Donc, une certaine ambivalence qui reste. Alors, même chose, même question, mais alors cette fois-ci du point de vue du salarié, avantage du télétravail et désavantages du télétravail. Pour les salariés, ils vont mettre la qualité de vie au travail, la performance en premier lieu, et bien sûr les éléments qui touchent au confort de travail. Hein, le fait d'éviter des déplacements qui, à certains égards, paraissent bien inutiles si on peut faire la même chose à domicile. Hein, donc il y a je dirais une catégorisation du déplacement, de ce commuting dont on parlait tout à l'heure, qui est très fort. Pourquoi perdre 1h30 dans les transports pour aller faire ce que je peux faire mieux, plus vite chez moi? Donc confort, qualité, mais surtout productivité. Le fait de créer ce sentiment de faire un travail de meilleure qualité chez soi, pour ces raisons-là. Et donc conciliation privée-professionnelle. À l'inverse, on garde un inconvénient qui touche à l'isolement social. Donc se dire, bon, en fait, je vois moins le collectif. Et donc, je me sens quelque part à un certain moment moins membre du collectif. On a aussi des éléments qui touchent à la confusion en fait, entre privé et professionnel. Bon, finalement, mon bureau, c'est ça. La table de la salle à manger, c'est aussi mon bureau. J'ai des affaires toujours là. Je vais quand même aller, donc c'est l'hyper-connectivité, la difficulté à se déconnecter. Voilà, vérifier les mails, etc. Donc, il y a une intrusion de l'un dans la sphère de l'autre.
Alors, tant que c'est à l'équilibre, ça va, mais à un moment donné, il y a sans doute peut-être plus une tendance à aller vers le travail chez soi. Bon, il y a ces questions-là qui sont à gérer. Donc, dans les deux cas, entreprise et salarié, il y a des ambivalences. Alors, dans le titre du livre, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parlez de mode de vie. À propos du télétravail, l'expression est forte. Mode de vie, ça va au-delà du travail proprement dit. Mode de vie va s'élever de choix, d'orientation. Sur ce plan-là, comment se font les arbitrages? Comment et où se font les arbitrages, les négociations, les régulations, s'agissant des lieux, des temps et des actions dans ce nouveau cadre du télétravail? Ce qui est très révélateur, en fait, du moment que nous vivons et quelque part des enjeux associés au télétravail, c'est justement cette question de la régulation. Pendant plus de 25 ans, on a finalement régulé l'absence individuelle du bureau. Alors, l'absence ne veut pas dire non-travail, hein, mais pendant plus de 25 ans, les accords, les discussions portaient sur combien de jours est-ce que je peux télétravailler chez moi, et puis parfois dans d'autres espaces, dans d'autres lieux. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est plus la régulation de l'absence individuelle, c'est la régulation de la présence collective. Et donc, d'où ces retours au bureau, hein, qui sont un peu caricaturés, si vous voulez, mais à un moment donné, on se rend compte que l'enjeu, et c'était le mérite d'un télétravail qui est devenu mode de vie, c'est-à-dire qui fait partie de cette individualisation de la société, c'est-à-dire de notre rapport au monde. L'individu est la valeur cartésienne de tout ce que nous pensons en termes de société aujourd'hui. Mon rapport au collectif, mon rapport au travail, ma satisfaction, etc. Et donc, si on en vient dans les organisations aujourd'hui à se dire, mais en fait, il faut réguler la présence collective, ce que je trouve très positif, c'est que finalement, le télétravail et peut-être sa régulation à partir de l'individu remet aujourd'hui en lumière l'importance du collectif et des communautés de travail. Et donc, quelque part, c'est assez intéressant. De la parole au travail, de la délibération. Absolument. Voilà, tout à fait. Mais donc ça, pour moi, je pense, c'est le véritable tournant. Et donc, l'idée au départ du télétravail comme mode de vie, elle m'est venue en constatant effectivement ces difficultés pour les organisations, en fait, de revaloriser, de réhabiliter le collectif et la communauté de travail. Parce que certaines organisations qui l'ont fait, donc on ne parle pas d'organisations qui ont du jour au lendemain supprimé, c'est vrai, on parle d'organisations qui ont dit ce sera plus 4 jours, mais 3, ou ce sera plus 3, mais 2. Et vous avez eu des mouvements de contestation, parfois des mouvements de grève, avec l'aval des organisations syndicales, ce qui est quand même, hein, on défend le collectif, mais les syndicats, dans ce cas-là, défendent plutôt le bien-être individuel, qui sont pour moi symptomatiques du fait que on n'est plus en train de parler d'une pratique de flexibilité de l'organisation du travail mise en œuvre par l'entreprise, on est en train de parler d'un élément constitutif des modes de vie des individus. Et donc des personnes qui structurent leur vie en partant du principe que le télétravail en fait partie. C'est-à-dire que 2-3 jours par semaine, je peux conduire les enfants à l'école, je peux aller faire mon sport à midi, je peux faire ceci, etc. Donc, j'ai des arrangements avec les espaces, les rythmes de vie, dont le télétravail fait partie intégrante. Et donc, c'est ça l'idée du mode de vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je suis retourné dans des études qui expliquaient, mais au fond, mais quel est, j'ai pas envie de parler d'intérêt, mais je pense que l'idée est là, quel est finalement, qu'apporte le travail en communauté, qu'apporte la communauté au travail et qu'apporte ce vivre ensemble dans l'organisation. Parce qu'en fait, depuis 30-40 ans, dans une perspective individualisante, voire psychologisante, hein, on met sur l'individu des responsabilités qui sont en fait organisationnelles, hein, y compris dans les maladies et les pathologies possibles. Mais donc, quelque part, on avait un peu oublié le collectif et nos recherches portaient depuis 30-40 ans sur, mais finalement, comment être performant à distance,
Est-ce que la distance individuelle ne va pas affecter aussi? Et donc, aujourd'hui, on retourne à des recherches qui revalorisent et qui expliquent les activités, les raisons, les moteurs, quelque part, de la communauté de travail. C'est quoi faire communauté? Parce qu'on se rend, les entreprises qui, en fait, essaient de revenir un petit peu, de réduire la fréquence de travail, se sont rendues compte qu'il y avait plus d'absentéisme, ce qui est inédit, parce que le télétravail réduit l'absentéisme. Les études depuis 25 ans nous montrent qu'il y a un effet plutôt négatif. C'est documenté. Tout à fait documenté. Parce que quand vous avez un gros rhume, finalement, vous télétravaillez. Alors que vous devez traité chez le médecin s'il fallait venir au bureau. Mais donc, on voit qu'il y a des taux d'absentéisme, des difficultés peut-être à attirer, fidéliser, et puis surtout un désengagement. Et donc, dans les organisations, elles commencent à documenter le fait que les travailleurs et les travailleuses soient moins engagés vis-à-vis de l'organisation, puis de l'équipe, mais surtout de l'organisation. Et donc, en fait, la collaboration devient plus compliquée. Oui, mais en fait, l'information ne passe pas. C'est plus compliqué de... Pourquoi? Mais parce que tout ça, et alors, les études nous montrent qu'en fait, pour des activités de résolution de conflits, pour la collaboration, pour la créativité, pour l'innovation, pour se donner du feedback, etc., en fait, la présence physique, la contiguïté physique est importante. Donc la bonne nouvelle, c'est que le télétravail ramène à la question du collectif, de la présence, du lien, de la proximité. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est positif. C'est paradoxal. Exactement, mais c'est pour ça que je trouve qu'on arrive à un moment, un point de bascule, et c'est positif qu'on se pose ces questions-là. Alors, les réponses apportées, le fait de se dire, le fait de se dire, tiens, l'entreprise impose un retour au bureau court n'est pas suffisant. Mais c'est sans doute pas la réponse adéquate en toutes circonstances. Ça montre et ça démontre l'intérêt pour ces questions d'y ensemble. Mais c'est une question fascinante pour les organisations, pour vous en tant que professionnel de la communication interne, mais c'est ça, finalement, c'est comme nos étudiantes et nos étudiants à l'université. Pourquoi venir en amphi si je peux avoir l'info, si je peux travailler de manière plus efficace en restant chez moi? Oui. Donc, pourquoi venir au travail? Pour quelles activités, etc. Donc, c'est nouveau, c'est intéressant. Ça renvoie au sens du travail. Alors, justement, vous évoquiez la communication. Le télétravail pose des questions assez redoutables de communication dans les organisations. Comment communiquer dans une organisation aux multiples territoires et formes de travail, et cela au-delà des seuls outils numériques? Comment maintenir des temps collectifs? Des questions qui intéressent particulièrement les communicants de l'AFSI, notamment. Je pense qu'il faut, plus qu'avant, réguler en fait ces temps et ces espaces collectifs. Et je trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'il faut les organiser, il faut les susciter, il faut en faire un sujet. En fait, on ne peut plus se dire que la communication circule naturellement, on ne peut plus se dire que les équipes se parlent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se dire, mais au fond, mais comment l'information circule? Il faut peut-être d'abord refaire un inventaire. Au fond, mais comment est-ce que la communication s'organise au sein de l'organisation, au sein des équipes, entre les équipes? On voit que c'est au niveau transversal que c'est plus compliqué. Et de l'organisation versément. Et donc, de nouveau, moi, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais je trouve que cette question-là, elle est intéressante, au fond. Organiser les choses, les susciter, les promouvoir en ne partant pas du présupposé que l'entreprise étant ce lieu avec unité de temps d'action. Non, ce n'est plus le cas. Donc, du coup, comment remplir les missions qui sont dévolues à la communication, aux communicants, dans un contexte où la distance marque le rapport au travail, aux équipes, à l'organisation? Je n'ai pas la réponse. Et là, sans doute, y a-t-il un enjeu autour du lien entre les managers et les communicants, qui, sur ces questions-là, peuvent être, je dirais, des ingénieurs de ces espaces, de ces temps où on fait du collectif. Oui, et donc, c'est-à-dire que, et ça, vous êtes des spécialistes et vous le savez certainement bien mieux que moi, mais donc, c'est-à-dire que penser juste la communication top-down est important, et ça redevient sans doute plus important de se dire, mais quel canot et quel message pour être certain que tout le monde, même à distance, ait reçu ces messages-là, donc via quel média, etc.
Quelle formation, peut-être à certaines pratiques qui sont essentielles pour l'organisation. Mais en même temps, c'est vraiment le bottom-up qui est important. Comment, effectivement, est-ce que les communicants peuvent savoir je sais pas, la qualité de la communication au sein des équipes, comment les messages sont reçus, quelles sont les attentes en termes de communication institutionnelle de la part du collègue, ça me paraît être intéressant. Oui, c'est la double hélice transmission, relation. Voilà. Alors, au fond, le télétravail, quand on vous écoute, ça va bien au-delà d'une simple question d'organisation du travail. Je crois que notre échange l'a bien montré. Et en vous lisant, j'ai eu le sentiment que pour vous, le télétravail est un analyseur assez puissant des transformations du travail, du management de la société. Est-ce que cette notion d'analyseur vous va bien? Oui, oui, on a commencé l'entretien comme ça, je pense. Euh, je ne me serais pas intéressé, et je ne continuerai pas à m'intéresser aujourd'hui au télétravail. 20 ans après? 26, oui, 26 ans après. Si en fait, ce qui est fascinant en tant que chercheur, si vous voulez, c'est que on fait des recherches sur le terrain. Hein. Nous, on est dans les organisations, je crois que c'est essentiel. On ne peut pas appréhender la réalité organisationnelle du travail, a fortiori du télétravail et tout ce que cela charrie par enquête. Hein, si vous voulez, c'est pas suffisant. Euh, et donc, c'est une pelote de laine. C'est-à-dire que en questionnant le fond qu'est la pratique du télétravail, en fait, très vite, on a des questions de communication, des questions de culture, des questions de management, de style de management, de prise de décision. En fait, toute l'organisation du travail déroule. Oui. Et donc, c'est ça qui est fascinant. Euh, En fait, c'est ça qui est fascinant. Et donc, on l'a vu dans l'échange ici, les transformations du travail, des organisations, etc. Le télétravail en est un témoin et il contribue. C'est ça qui est vraiment intéressant, je pense, dans l'étude de ce sujet. Ok. Merci beaucoup. Merci. Sarah, y a-t-il Il n'y a des pas de questions pour le moment sur le chat. Mais moi, je voulais vous remercier parce que c'était très, très intéressant. Et du coup, j'ai quand même une question, moi, sur votre analyse quand vous dites que les entreprises réinterrogent le fait de faire collectif et que du coup, elles s'interrogent par rapport au télétravail. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas contradictoire d'être en télétravail, de pratiquer le télétravail et de néanmoins pouvoir faire collectif au sein de son organisation? Mais en fait, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas des jeux à somme nulle. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié, en fait, la première question, c'était ma thèse de doctorat, c'était au fond, quels sont les enjeux du télétravail en matière de contrôle organisationnel. Et il y a un présupposé qui nous invite à dire, au fond, si je suis plus contrôlé, je suis moins autonome, et si je suis plus autonome, je suis moins contrôlé. En fait, non. En fait, on peut être plus autonome et plus contrôlé. Et donc, j'ai l'impression que, je vous rejoins en partie tout de même, hein. Je pense que dans l'histoire récente des organisations et du management, les modes d'organisation du travail ont tellement atomisé les collectifs, comme le dirait Daniel Linhart, que, effectivement, historiquement, ça devient contradictoire, si vous voulez, de dire, oh, en fait, on veut reprendre soin des collectifs. Et en même temps, c'est ça l'histoire. Je pense qu'il y a des crises, des incidents qui font que il y a des aiguillages, si vous voulez, qui doivent être pris et qui nous amènent parfois à revoir la manière dont on fonctionne. Mais en même temps, je pense que de toute façon, la question n'est pas est-ce qu'on peut être en hybride ou pas, c'est une réalité. Elle va être là et elle sera encore là durablement. Mais du coup, elle pose ces questions, mais du coup, quelle communauté de travail voulons-nous? Et on a pris là-dessus. Chacune dans les organisations, on a pris là-dessus. Il faut être honnête. Moi, je pense qu'il y a des organisations qui sont très bien dans un modèle plateforme. C'est-à-dire, le salarié est tout à fait autonome, à distance. Il se connecte pour délivrer les résultats de son travail, pour aller à une réunion, pour introduire un ticket au service informatique parce qu'il y a un souci, au service RH de plus en plus aussi. Donc, je veux dire, il y a des modèles qui sont conçus pour que ça fonctionne et c'est très efficace. Et si l'organisation n'a pas besoin de plus que ça, c'est-à-dire que des contributions individuelles de personnes autonomes, qualifiées, connectées, très bien.
Mais dans un certain nombre d'organisations, en fait, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas suffisant et qu'en faisant ça, on a commencé. Et donc, c'est là où je comprends la question. En allant vers ce modèle-là, on a sapé les bases de ce qui fait une communauté. C'est-à-dire qu'en étant l'individu, en construisant une organisation à partir des besoins individuels, on a effacé la communauté et l'exigence de la communauté. La communauté, ce n'est pas seulement les contributions individuelles. On dit la communauté, c'est il y a un projet, ce projet se respecte. Il y a un cadre, et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Et voilà. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de se dire, mais en fait, on a besoin de ce cadre, il faut peut-être rappeler quel est notre projet, notre mission, nos valeurs, et que ça s'impose aussi aux individus. Voilà. Qu'ils soient en présentiel ou en télétravail. Voilà. C'est pas blanc ou noir. Hein. Oui, voilà. Je vous dessine les choses de manière un peu caricaturale, mais ouais, je pense qu'il y a... J'ai des petites questions qui sont arrivées. Alors, Pascal nous demande, la façon de gérer le télétravail n'est-il pas un indicateur de la maturité managériale d'une organisation, notamment sur la notion de confiance envers les salariés? C'est une très bonne question. Donc, on imagine le véhicule derrière. Hein. On imagine des salariés, effectivement, qui disent oui, je suis contrôlé, je ne peux avoir qu'un jour. Et donc, on peut l'interpréter comme un déficit de confiance. Moi, je pense qu'ici, c'est assez intéressant de se dire, mais au fond, cessons de penser le télétravail comme une fin en soi. En fait, le télétravail, c'est un moyen. Pour des entreprises, c'est un moyen de réduire des coûts. Pour d'autres entreprises, c'est un moyen d'investir dans la qualité de vie au travail, dans le bien-être au travail. Et ces entreprises, pour les travailleurs qui peuvent avoir accès au télétravail, peuvent proposer le télétravail comme mesure. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas accès au télétravail, peuvent proposer des mesures en matière d'ergonomie, du poste de travail. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, ça resitue peut-être la question ici. Deuxième, au fond, indépendamment du télétravail, quel est le type de management, quel est le type d'activité, quel est le type de culture managériale, de culture organisationnelle qui est présente. Et vous savez, on peut tout à fait faire du télétravail, gérer le télétravail, dans une logique de surveillance et de contrôle. Hein. Moi, j'ai vu des organisations qui proposent le télétravail 1 ou 2 jours par semaine, mais vous devez cliquer régulièrement chez vous pour dire que vous êtes bien présent, etc. Donc, en soi, le télétravail peut faire évoluer les choses, mais en réalité, c'est une pratique qui va se mettre en place dans les modalités organisationnelles qui existent. Des rapports de force au sein de... Absolument. Ouais. Une autre question, si vous voulez bien. Il est 57, donc on n'a plus beaucoup de temps. Comment concilier performance individuelle et collective avec un moindre engagement des télétravailleurs et un lien plus ténu avec l'organisation? C'est une question de Christine Donjon. C'est une excellente question et je pense que c'est la question... La Belgique. Oui. C'est la question du moment. Et donc, moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question parce que c'est vraiment ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu du moment, pour les organisations comme pour la recherche en gestion de communication, c'est ça, c'est d'arriver à trouver cet équilibre entre bien-être individuel et bien-être collectif, quelque part. Et c'est vraiment l'enjeu. Et il se trouve qu'on a moins considéré le bien-être collectif et il se trouve qu'on fait les bons constats. C'est-à-dire que ne construire un projet commun qu'à partir du bien-être individuel, ce n'est pas un projet commun. Ne pas tenir compte des besoins individuels, des aspirations et de l'individualisation du travail, du rapport au travail, ce n'est pas possible. Donc, il faut arriver à concilier ça. Moi, je pense en réalité que les questions qui s'offrent à nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'une communauté de travail dans notre organisation, en fait, je trouve que c'est un fantastique levier pour refaire communauté. Et ce que j'ai observé, c'est que dès 2022-2023, pas mal d'organisations faisant face à ces défis ont décidé de réouvrir ces questions et de dire, mais au fond, intelligence collective, alors au sens noble du terme, hein, pas une technique d'animation de réunion, mais vraiment, redéfinissons ensemble quelle est notre mission, nos valeurs, notre vision, et refaisons alors sur cette base-là communauté. Et à partir du moment où vous êtes partie prenante de la redéfinition de votre projet commun, sans doute que vous êtes plus impliqué dedans. Après, ça s'entretient. Et c'est vrai que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, ce que j'observe quand même, c'est que on est vers cette régulation de la présence collective. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de se dire à un moment donné,
les équipes sont ensemble, toute l'organisation est ensemble, et que si quelque part on ne le stimule pas fortement, ça ne se fait pas spontanément. Et donc voilà, je pense qu'on est là. Une autre clé pour moi, c'est le soutien du management. Je pense que le management est très seul et on fait porter au management les maux de l'organisation. Oh, le taux d'absentéisme, oh, désengagement, c'est la faute du management. Le management va en formation sur le travail hybride, sur la cohésion, sur n'importe quoi, sur le leadership participatif, bienveillant, altruiste, et tout ce que vous voulez. Et donc, ça va aller mieux. Et en fait, non. Donc, quelque part, il faut redéfinir un cadre au niveau de l'organisation. Et ça va déjà soulager le management qui va pouvoir se référer à une politique claire en matière de télétravail, à une politique claire en matière de je sais pas, légitimité de rôle, etc. Voilà. Voilà quelques pistes. Ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que le télétravail est finalement un formidable objet de dialogue professionnel. Et aussi, on n'en a peut-être pas parlé, de négociation sociale, parce que pendant le Covid, les syndicats ont joué un certain rôle aussi pour négociation d'accords et tout ça. Donc, c'est du dialogue professionnel, manager salarié, et c'est du dialogue social avec les représentants du personnel. Il y a ces deux. Oui, je pense que dans les équipes, arriver à discuter. Alors, ça a été fait, c'est dans cette période de réajustement, donc après Covid. Post-Covid. Oui, c'est ça. Et je pense que certaines équipes ont eu cette intelligence d'aménager un espace de discussion du travail sur la pratique de télétravail. Et lorsqu'il y a une certaine maturité managériale, ça permet dans ces échanges-là de partir peut-être des attentes et des difficultés rencontrées par chacune, mais aussi pour le manager d'exprimer une attente qui n'est pas toujours convergente avec celle des salariés. Dire, en fait, moi, le fait que l'équipe ne soit plus là, etc., me pose un souci. Et donc, voilà, arriver à définir les modalités d'interaction, la fréquence, etc. Donc, c'est des accords d'équipe qui sont tout à fait vertueux dans leur dynamique, mais dans le cadre de règles définies par l'organisation qui sont assez claires, quoi. Et si l'organisation est très floue et laisse totale autonomie aux entités, en termes d'équité, tout ça, c'est compliqué. Alors, vous êtes très en phase avec Vincent Brulois qui nous laisse un commentaire dans le chat. Ce n'est pas une question, mais il dit « Le développement du télétravail permet en fait de parler du travail plutôt que des technologies permettant de faire du télétravail, de son organisation pour l'entreprise et de son sens pour les individus. Tant mieux. Merci à vous. Je vais vous quitter. » C'était Vincent. C'était Vincent, mais vous convergez. Est-ce que je peux poser? Bien sûr, vas-y. Oui. Quand on a lu votre livre, on a été très impressionné par l'appareil documentaire et l'analyse de toutes les études que vous avez mis à disposition de votre lecteur. Alors, ces études sont souvent contradictoires, c'est-à-dire que si on raisonne en pour ou contre, parce qu'il est un peu idiot, mais on se dit, ah ben là, oui, ils ont raison là. Et puis l'étude derrière la dit, oui, mais là aussi, ils ont raison, ils ont leur raison. Auriez-vous des tendances à nous donner sur la recherche actuelle en sciences de gestion, mais peut-être dans d'autres sciences sociales, sur le télétravail? Quelles seraient les tendances dominantes actuellement sur ce sujet? Donc c'est vrai que j'ai voulu rendre compte de ça aussi dans l'ouvrage. Pour moi, c'est très important alors d'aller dans le pluridisciplinaire, de ne pas rester que en gestion, parce que c'est des questions, et je pense que c'est important. Je pense que la recherche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, quand on fait la recherche avec les acteurs de terrain, est fondamentale. Et je n'ai pas voulu occulter ces dissensions, parce que c'est ça aussi la recherche. À certains moments, quand même, c'est de ma responsabilité de dégager ces convergences, et voilà, ce qu'on peut vraiment dire, ce qu'on peut vraiment savoir. Je pense que quand on est chercheur, on aspire quand même à découvrir des formes de vérité, mais ces vérités sont multiples, et ici, pluridisciplinaires. Mais c'était intéressant, parce que parfois, en psychologie, on a une certaine vision et certains résultats par rapport à des questions de santé. Et en fait, en santé, on a d'autres types de résultats. C'était assez intéressant comme travail. Je dirais que les tendances, les programmes de recherche, ils sont divers. De manière disciplinaire, on a vraiment un programme de recherche sur le collectif de travail. Il se décline différemment en fonction des disciplines. C'est-à-dire qu'en psychologie, on va rester sur l'engagement. Donc, on part de l'individu. On peut mesurer les taux d'engagement, les antécédents, les outcomes de l'engagement.
du lien, hein, donc de l'identification au collectif. Donc, on est sur des dimensions classiques, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais quels sont les nouveaux déterminants de cet engagement dans un contexte hybride? Je pense qu'en gestion, on est sur ces questions de ce qui fait communauté au travail, comment organiser le travail, la communauté dans ce contexte de travail hybride. On est très clairement sur des questions de performance, hein, donc puisque ce modèle, cet équilibre est remis en question, il y a des programmes de recherche aujourd'hui qui, eux, sont assez convergents pour dire qu'en fait, l'effet performance, il est dû à des questions d'organisation personnelle, de densité du temps de travail, mais en fait, il est moins mécanique et moins évident et structurel qu'avant. Et en soi, je veux dire, en soi, voilà, on est aussi performant. Mais ça s'affine, parce qu'en fait, on remarque qu'au bureau, on développe une performance plus liée au collectif, au fait de construire des liens sociaux qui sont donc déterminants pour une performance de long terme et notamment une performance organisationnelle et sociale. Enfin, bref, donc là, vous avez tout un champ qui est assez intéressant. Et puis, il y a ces enjeux dont on parle peu, qui sont des enjeux environnementaux. Et donc, avec la transition, vous avez aussi ce discours qui est revenu, hein, l'imaginaire écologique. Exactement. L'imaginaire écologique du début revient aujourd'hui. On se dit, mais en fait, c'est bien de télétravailler. Et donc, je pense que l'avenir de la recherche sur le sujet, il est interdisciplinaire. Et je vais vous parler de manière tout à fait, comment dire, en avant-première d'un projet de recherche que nous avons conçu en Belgique, gros projet fédéral, hein, donc 4 universités travaillent ensemble sur ces questions de travail hybride, avec un volet en sociologie, un volet en gestion, un volet en informatique pour développer nos outils aussi et nos applications pour les chercheurs et les chercheurs, pour les participants, et un volet en fait en consommation énergétique, donc avec les ingénieurs et les ingénieurs architectes. Et ce volet-là, il est particulièrement intéressant. Alors, tout l'enjeu de la recherche, c'est d'articuler ça. C'est d'arriver à dire, mais au fond, est-ce qu'il y a des configurations optimales de travail hybride, à la fois pour les individus, les organisations et l'environnement? Ce qu'on est en train de remarquer, c'est que contrairement à des intuitions que l'on peut avoir, en fait, quand on télétravaille, on aurait tendance à se déplacer plus, pas moins. Dans nos pays, alors je viens encore plus du Nord, mais je veux dire non ici, en fait, il y a une grande partie de l'année, quand vous travaillez chez vous, vous chauffez, vous utilisez de l'électricité, et on ne chauffe pas moins les bureaux, et on n'éclaire pas moins les bureaux. Donc, vous savez, et donc tout ça, c'est issu de recherche. Hein, c'est-à-dire qu'on a des études de cas, on a des enquêtes, on suit des travailleurs et des travailleuses pendant des périodes de 3 semaines, en hiver, en été, parce que ça a une incidence. Et donc, on mesure, on contrôle la consommation énergétique au domicile, au bureau, les déplacements hein, en kilomètres, etc. Et pour l'instant, mais il n'est pas encore à l'écriture de rapport, mais c'est pour les mois qui viennent, je vous dis que l'éco-bilan de ces traits serait plutôt négatif. Ouais. Pas évident. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que si on veut réguler, si on veut avoir ça comme objectif, très peu d'organisations le font, mais certaines le font. Elles se disent, ben, le vendredi, les bureaux sont fermés. Ouais. Et tant. Donc, on ne chauffe pas et il y a pas de consommation. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour cet échange passionnant et je recommande à tous la lecture du livre Le télétravail, un mode de vie de Laurent Plasquin aux presses de Sciences Po. Merci Laurent Plasquin. Merci. Merci. Merci à tous.